Imagine que votre esprit est un terrain sauvage, pas un joli jardin plein de fleurs, mais une jungle dense, pleine de broussailles, d'épines et d'animaux sauvages. Si vous n'apprenez pas à la parcourir, à la dompter, vous finissez perdu, piégé, dévoré par ce qui pousse sans contrôle en vous. C'est ainsi que se passe votre vie si vous ne prenez pas en charge votre propre monde intérieur. Une lutte constante contre des monstres que vous avez nourris sans vous en rendre compte. La vérité, bien qu'elle fasse mal, est simple. Personne ne viendra vous sauver. Si vous ne nettoyez pas votre terrain, si vous n'arrachez pas les mauvaises herbes, si vous ne forgez pas un chemin à travers cette jungle intérieure, vous continuerez à être victime de votre propre esprit. Vous continuerez à être lié à des peurs que vous ne comprenez pas, à des habitudes qui vous détruisent et à des excuses qui vous volent chaque jour de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de reprogrammer votre esprit et votre existence de l'intérieur, mais pas à partir du fantasme que tout sera facile ou rapide, pas à partir de l'auto-tromperie que le désir suffit. Nous allons en parler là où cela compte vraiment, la dure réalité d'assumer que si vous voulez une vie forte, vous devez construire un esprit indestructible. Le stoïcisme ne vous promet pas que le monde sera juste ou que vous serez heureux tous les jours. Ce qu'il vous offre est quelque chose de plus précieux, la capacité de résister, de vous adapter, de maintenir votre paix, même lorsque tout s'effondre autour de vous. Et je vous préviens dès maintenant, ce ne sera pas confortable, parce que reprogrammer l'esprit implique de vous arracher des couches entières de faiblesse, de rompre avec des croyances que vous avez protégées pendant des années, de détruire vos propres excuses une par une. Mais si vous êtes capable de traverser cette douleur, ce que vous allez trouver de l'autre côté est inestimable. La liberté, le vrai pouvoir, une paix intérieure qui ne dépend de personne. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des applaudissements, ni pour ceux qui sont offensés par la vérité. Il est pour ceux qui sont prêts à se regarder en face, à voir ce qui fait mal, et à continuer à marcher avec les poings serrés et le regard ferme. Parce que la vie ne va pas vous attendre. Et chaque jour que vous laissez passer sans prendre le contrôle de votre esprit, c'est un jour de plus que la jungle grandit et engloutit tout ce que vous auriez pu être. Êtes-vous prêt à entrer dans votre propre jungle et à réclamer ce qui vous appartient? Alors commençons. 1. Forge ton esprit dès la première respiration de la journée. Ton esprit, en te réveillant, est comme un morceau de métal brûlant, tout juste sorti de la forge. Malléable, vulnérable, capable de se transformer en une arme imparable ou en un morceau de ferraille rouillé selon les premières décisions que tu prends. Chaque matin, sans t'en rendre compte, tu tiens dans tes mains le marteau et l'enclume. Et ce que tu fais dans ces premières minutes définit le cours de toute ta journée et à long terme, la direction de ta vie. Beaucoup se réveillent et la première chose qu'ils font est de charger leur esprit de déchets, réseaux sociaux, nouvelles négatives, messages vides. Ils confient leur acier incandescent aux mains des autres et permettent que leurs pensées soient frappées, pliées et tordues jusqu'à devenir méconnaissables. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils vivent fatigués, dispersés, à la merci de n'importe quelle tempête émotionnelle. Si tu veux reprogrammer ton esprit, commence dès l'instant où tu ouvres les yeux. Tu ne peux pas construire un temple intérieur si tu laisses n'importe qui entrer dans ton esprit pour le piétiner alors que tu es encore vulnérable. Les stoïciens le savaient bien. La première pensée de la journée est un acte de pouvoir ou de reddition. Prends le contrôle. Avant de toucher le téléphone, avant de te préoccuper des problèmes, consacre ces premières minutes à renforcer ton esprit. Demande-toi qui tu veux être aujourd'hui. Rappelle-toi que le temps est limité, que la mort peut être plus proche que tu ne l'imagines, et que chaque aube est une opportunité que tu ne mérites pas de gaspiller. Nourris ton esprit avec des pensées qui élèvent ton âme, pas celles qui la salissent. Tu peux commencer par une simple affirmation stoïcienne. Aujourd'hui, je ne contrôlerai pas ce qui m'arrive, mais je contrôlerai comment je réagirai à tout. Tu peux lire un paragraphe de philosophie, faire des respirations profondes, remercier d'être encore en vie. Peu importe la technique, ce qui compte, c'est l'acte conscient de prendre les rênes de ton esprit avant que le monde ne le fasse pour toi.
Chaque matin, tu es comme un forgeron. Chaque décision matinale, chaque pensée que tu permets ou rejettes, chaque mot que tu te dis à toi-même est un coup de marteau sur l'acier de ton caractère. Si tu le frappes avec détermination, discipline et conscience, ton esprit se durcira. Il deviendra tranchant, fort, indestructible. Si, au contraire, tu le laisses exposer à la négligence et à la paresse mentale, il se fissurera. Il deviendra mou, fragile, incapable de résister à la pression de la vie réelle. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, tu as besoin d'une brutalité honnête. Demande-toi, est-ce que je forge mon esprit ou est-ce que je le laisse rouiller? Est-ce que je commence ma journée avec un but ou est-ce que je laisse les courants me traîner sans direction? Suis-je le forgeron ou la victime de ma propre forge? Personne ne peut le faire pour toi. Personne ne va lever le marteau quand tu es fatigué. Personne ne va te sauver de toi-même. Chaque aube est une bataille silencieuse entre la volonté et l'habitude. Et même si tu ne peux pas gagner tous les combats, chaque fois que tu choisis de te forger toi-même plutôt que de te rendre, tu deviens plus fort. Chaque choix conscient est une nouvelle cicatrice sur l'acier de ton âme. Alors, la prochaine fois que tu ouvres les yeux, ne le fais pas comme quelqu'un qui survit simplement un jour de plus. Fais-le comme un guerrier qui sait que la bataille commence dès qu'il se réveille. Lève le marteau, frappe ton acier et commence à te construire, non pas à partir de l'espoir, mais à partir de l'action. Parce que ceux qui maîtrisent leur matin finissent par maîtriser leur vie. 2. Nourris ton âme avec des mots qui t'élèvent. Imagine que ton esprit est un puits profond. Chaque mot que tu entends, chaque pensée que tu acceptes est comme une pierre que tu jettes au fond. Certaines pierres nettoient l'eau, la clarifient, la purifient. D'autres, en revanche, salissent, contaminent, empoisonnent tout ce qu'elles touchent. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu laisses tomber en toi, ton puits se remplit de déchets jusqu'à devenir un marécage impossible à habiter. La plupart des gens vivent ainsi. Ils laissent n'importe quel mot étranger, n'importe quelle critique, n'importe quel message toxique entrer dans leur esprit sans filtre. Ils s'empoisonnent quotidiennement, sans même s'en rendre compte. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils vivent dans la peur, la colère, une tristesse qu'ils ne comprennent pas. L'esprit n'est pas invincible. Il se nourrit de ce qu'il consomme. Si tu laisses la première phrase que tu entends chaque matin être un cri de haine, si tu permets que ta conversation interne soit remplie d'autocritique et de résignation, peu importe combien tu t'efforces ensuite, tu as déjà semé des graines pourries en toi. Les stoïciens enseignaient à protéger l'esprit comme on protège une forteresse. Tout le monde ne pouvait pas entrer. Tous les mots n'étaient pas les bienvenus. Seuls ceux qui renforçaient l'esprit, qui rappelaient le but, qui maintenaient la flamme interne allumée. Et ce n'était pas un hasard. Ils savaient que la vie te frappe suffisamment pour que tu portes en plus des pierres inutiles dans ton propre cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin d'être brutalement sélectif. Nourris ton âme avec des mots qui t'élèvent. Entoure-toi d'idées qui te rappellent qui tu peux être, pas de poison qui te lie à qui tu étais. Choisis soigneusement ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu te répètes en silence quand personne ne te voit. Cela ne signifie pas que tu vives dans une bulle de positivisme bon marché. Il ne s'agit pas de nier la dureté de la vie, mais de choisir des outils qui te préparent à y faire face, pas des phrases qui te font abandonner avant l'heure. Chaque mot peut être une brique dans la construction de ton caractère ou une fissure dans ta forteresse mentale. Chaque phrase que tu acceptes sans réfléchir peut devenir une ancre qui te tire vers le bas ou une corde qui te pousse vers le haut. Alors commence à être un gardien féroce de ton monde intérieur. Quand quelqu'un te parle, demande-toi, ce qu'il dit renforce-t-il mon âme ou l'affaiblit-il? Quand tu lis un message, évalue. Cela nourrit-il mon esprit ou le contamine-t-il? Quand tu te parles à toi-même, sois impitoyablement honnête. Est-ce que je m'élève ou est-ce que je me sabote? C'est ta responsabilité. Personne d'autre ne va filtrer le bruit pour toi. Personne ne va protéger ton puits si tu ne lèves pas les murs. Chaque mot que tu laisses passer sans conscience est une occasion perdue de renforcer ton esprit. Commence petit.
Choisis une phrase qui t'inspire et répète-la chaque matin. Lis quelque chose qui te défie, qui te rappelle ton potentiel, qui te donne faim d'être plus. Entoure-toi de voix qui construisent, pas qui détruisent. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et respectes, pas comme un bourreau qui ne pardonne pas les erreurs. La vie est déjà assez dure pour être ton pire ennemi. Souviens-toi de ceci, les mots sont des graines invisibles. Ceux que tu sèmes aujourd'hui dans ton esprit fleuriront dans ton âme demain. Choisis de semer la grandeur, choisis de nourrir ton feu, parce que ceux qui contrôlent les mots qu'ils acceptent finissent par contrôler leur destin. 3. Embrasse la réalité telle qu'elle est, sans masque. Imagine-toi marchant dans un vieux marché, plein de vendeurs, offrant des masques de toutes sortes. Il y a des masques de bonheur forcé, de succès superficiel, de perfection irréelle. Tout le monde les achète, tout le monde les utilise. Et toi, sans t'en rendre compte, tu finis par payer avec ton authenticité pour t'insérer dans un défilé d'apparences vides. Chaque fois que tu choisis un masque, tu t'éloignes un peu plus de toi-même et de la vie telle qu'elle est réellement. La plupart préfèrent vivre derrière des déguisements parce que faire face à la vérité fait mal. Il n'est pas confortable de reconnaître tes limites, ta fragilité, tes blessures mal cicatrisées. Il n'est pas facile d'accepter que le monde ne va pas se modeler selon tes désirs, que les gens ne seront pas toujours justes, que la douleur fait partie inévitable du voyage. Mais c'est ici que le stoïcisme nous lance une vérité brutale. La liberté commence lorsque tu arrêtes de lutter contre la réalité. Embrasser la vie telle qu'elle est signifie lâcher la fantaisie que les choses devraient être différentes. Cela signifie regarder tes défauts, tes échecs, tes peurs sans anesthésie. Cela signifie accepter que la tristesse existe, que la perte est réelle, que l'effort ne sera pas toujours récompensé comme tu l'espères. Non pas pour te résigner, mais pour arrêter de perdre de l'énergie dans des batailles inutiles contre ce qui est simplement. Chaque fois que tu nies la réalité, tu deviens plus faible. Chaque fois que tu espères que la vie soit juste, que les autres agissent comme tu le souhaites, que la douleur disparaisse par magie, tu te livres à la souffrance auto-infligée. Et il n'y a aucune excuse qui puisse te sauver de cela. La vie ne te doit pas de compréhension. Elle ne te doit pas de justice. Elle ne te doit pas de bonheur. La vie est un champ de bataille indifférent, et seuls ceux qui apprennent à le parcourir sans masque, en voyant le terrain tel qu'il est, survivent et grandissent. Il n'y a pas de force plus puissante que celle de celui qui voit la dureté de la vie et décide malgré tout de rester ferme. Le stoïcien ne se trompe pas. Il ne cherche pas de consolation dans les illusions. Il ne se cache pas derrière des masques brillants pour être accepté. Il se présente tel qu'il est, imparfait, vulnérable, mais invincible dans sa décision d'agir avec vertu malgré tout. Parce que dans un monde où tout le monde fuit la vérité, oser la regarder en face est un acte de courage féroce. Alors, enlève tes masques. Arrête de maquiller ton âme pour plaire aux autres. Arrête de te mentir en disant que tout va bien quand tu sais que tu as besoin de changer. Regarde ta vie en face, même si ça fait mal. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Change ce qui est entre tes mains et marche chaque jour avec la dignité de celui qui n'a plus besoin de se cacher derrière rien ni personne. Ce n'est que lorsque tu embrasses la réalité telle qu'elle est que tu peux commencer à la transformer vraiment. Ce n'est que lorsque tu acceptes que la douleur, la perte et l'échec font partie du chemin que tu peux arrêter de les craindre et commencer à construire sur eux. L'authenticité ne te rend pas invulnérable, mais elle te rend inébranlable. Rappelle-toi ceci. Le masque peut te protéger un moment, mais à la fin il pèse tellement qu'il finit par t'étouffer. Mieux vaut marcher nu d'illusion, mais libre, que de porter toute une vie une façade qui ne t'a jamais appartenu. 4. Lâche les chaînes invisibles du passé. Il y a des gens qui marchent dans la vie en traînant un sac invisible rempli de pierres. Chaque pierre représente une erreur, une trahison, un échec ou un moment qu'ils n'ont pas réussi à surmonter. Bien que le sac ne soit pas visible, le poids est réel. On le remarque à leurs épaules tombantes, à leurs rêves écrasés, à la façon dont ils abandonnent avant même de commencer. Le passé, lorsqu'il n'est pas affronté, devient une prison sans barreaux, mais avec une condamnation à perpétuité.
Le problème n'est pas d'avoir souffert. Nous avons tous des cicatrices. Le problème est de transformer ces blessures en excuses pour ne pas avancer. C'est laisser les fantômes d'hier dicter ce que tu peux ou ne peux pas être aujourd'hui. C'est donner le gouvernail de ta vie à des souvenirs qui ne devraient plus avoir de pouvoir sur toi. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas des faits, mais du jugement que nous en faisons. La douleur passée existe, mais c'est notre interprétation qui lui donne le pouvoir de continuer à nous contrôler. Lorsque tu revivifies l'erreur encore et encore, lorsque tu répètes l'histoire de ta défaite comme une litanie, tu renforces les chaînes qui te retiennent. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas réécrire les trahisons, ni effacer les pertes, ni corriger les décisions qui t'ont conduit à la douleur. Mais tu peux décider si tu continues à vivre enchaîné à elles ou si tu les laisses là où elles appartiennent, dans le passé. La véritable liberté ne vient pas de l'oubli, mais de ne pas permettre au passé d'écrire ton présent. Lâche les chaînes, lâche la rancune qui te ronge de l'intérieur, lâche la culpabilité qui t'arrête chaque fois que tu veux recommencer, lâche la peur qui est née d'une vieille blessure et qui n'a plus de raison de te gouverner. Chaque jour où tu portes ces poids inutiles est un jour où tu donnes ta force, ton énergie, ta vie. La résilience ne consiste pas à prétendre que ça n'a pas fait mal, ni à ignorer que tu as souffert. Elle consiste à reconnaître que la douleur t'a brisé, oui, mais que tu peux aussi décider de te réparer mieux que tu ne l'étais avant. Chaque cicatrice peut être une marque de défaite ou une médaille de guerre. C'est toi qui choisis. Lâche aussi les victoires passées qui sont aujourd'hui devenues des zones de confort. Ne t'accroche pas à ce que tu étais comme excuse pour ne pas continuer à grandir. Chaque jour où tu te définis uniquement par tes anciens succès est un jour où tu renonces à la possibilité d'être meilleur. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis de construire aujourd'hui. Le monde ne va pas s'arrêter pour t'attendre à ce que tu guérisses. Le temps continue d'avancer avec ou sans toi. Et chaque jour que tu passes à regarder en arrière est un jour que tu cesses de conquérir ce qui pourrait être devant toi. La vie appartient à celui qui lâche le sac de pierre et décide de marcher plus léger, plus libre, plus féroce. Tu n'as pas besoin de permission pour lâcher prise. Tu n'as pas besoin que la douleur disparaisse pour continuer à avancer. Tu as juste besoin de prendre la décision brutale et consciente de ne plus nourrir les chaînes qui te lient. Lâcher prise n'est pas oublier ni minimiser. Lâcher prise est un acte de force. C'est te dire à toi-même, je n'ai plus besoin de porter cela pour être qui je suis. Rappelle-toi, le passé peut être un maître ou un bourreau. Tu choisis si tu l'utilises comme une leçon ou comme une excuse. Lâche les chaînes invisibles. Ta vie commence maintenant. 5. Fais confiance à ton pouvoir d'adaptation face à l'incertitude. Un arbre qui ne se plie pas au vent finit par se briser. Peu importe l'épaisseur de son tronc ou la profondeur de ses racines. Lorsque l'ouragan frappe, la rigidité devient son pire ennemi. Cependant, celui qui est capable de se pencher sans se briser, celui qui cède sans se rendre, survit à la tempête et devient plus fort après chaque assaut. La vie est cet ouragan. Personne n'échappe à ces rafales imprévisibles. Tu peux planifier chaque détail, construire tes rêves avec une précision chirurgicale, te protéger avec 1000 couches de prévoyance. Et pourtant, il y aura des jours où tout s'effondrera sans préavis. C'est ici que beaucoup tombent. Ils s'accrochent à ce qui était, à ce qui aurait dû être, et leur résistance inutile finit par les briser. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Tu ne contrôles pas le vent, tu ne contrôles pas la tempête. Tu ne contrôles que ta capacité à t'adapter. La rigidité mentale, l'attachement obsessionnel à ce que tu as planifié est une condamnation à mort dans un monde en constante évolution. L'adaptation n'est pas un acte de faiblesse, c'est la plus grande preuve de force. Faire confiance à ton pouvoir d'adaptation signifie comprendre que tu n'as pas besoin que le chemin soit parfait pour continuer à avancer. Cela signifie accepter que tu peux te reconstruire chaque fois que nécessaire sans perdre ton essence. Tu n'es pas tes circonstances, tu n'es pas ta stabilité apparente,
Tu es la force qui survit lorsque tout change. L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton enseignante. Chaque situation qui t'échappe, chaque plan qui s'effondre, chaque tournant inattendu qui bouleverse ta route est une opportunité de forger un caractère plus résistant, plus éveillé, plus sage. Résister, c'est mourir un peu chaque jour. S'adapter, c'est renaître plus fort à chaque chute. L'erreur de beaucoup est de croire que s'adapter signifie se conformer. Rien n'est plus éloigné de la vérité. S'adapter ne signifie pas se rendre à ce qui se passe. Cela signifie ajuster tes voiles pour continuer à avancer même lorsque le vent ne souffle pas en ta faveur. Cela signifie trouver des chemins là où d'autres ne voient que des barrières, construire des ponts là où d'autres voient des abîmes. La prochaine fois que la vie te déséquilibre, ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande « Qu'est-ce que je peux construire avec ça ?» Ne perds pas de temps à souhaiter que les choses soient différentes. Utilise ton énergie pour être différent toi-même. Celui qui maîtrise sa capacité d'adaptation n'a pas besoin que le monde soit prévisible, car il devient quelqu'un capable de naviguer dans n'importe quelle marée. Fais confiance à ton pouvoir de transformation. Tu es fait de la même matière qui a résisté à des guerres, des pertes, des échecs et des trahisons tout au long de l'histoire. En toi, il y a une force qui ne dépend pas des conditions extérieures, seulement de ta décision de l'utiliser. Tu ne vas pas éviter que la vie te frappe. Tu ne vas pas trouver un refuge éternel où tout est sûr. Mais tu peux devenir quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, se relève, se secoue la poussière et continue d'avancer. C'est ça, la véritable invincibilité. Rappelle-toi, les arbres qui survivent à la tempête ne sont pas les plus grands ni les plus durs. Ce sont ceux qui savent se plier sans se briser. Sois comme eux, adapte-toi, fais-toi confiance, parce que celui qui maîtrise l'incertitude maîtrise son destin. 6. Défends ta paix avec des limites inébranlables. Ta paix est comme une source cachée au milieu du désert. Si tu ne la protèges pas, si tu laisses n'importe qui venir salir l'eau ou l'emporter sans respect, un jour, tu te rendras compte qu'il ne reste rien. Juste un sol sec, aride et fissuré, incapable de donner vie à quoi que ce soit de nouveau. Beaucoup marchent vides, sans comprendre pourquoi leur énergie se vide chaque jour. Ils ne voient pas que chaque dispute inutile, chaque relation toxique tolérée, chaque engagement accepté par obligation, draine leur source interne. Ils perdent leur force peu à peu, non pas dans de grandes batailles, mais dans de petites trahisons silencieuses envers eux-mêmes. Défendre ta paix, c'est refuser de négocier ta tranquillité en échange de l'approbation des autres. C'est tracer des lignes qui ne se croisent pas, des limites qui ne se discutent pas. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu comprends que ton bien-être n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un esprit perturbé par le chaos des autres ne pourra jamais construire une vie forte. L'erreur est de croire que tu dois être tout pour tout le monde, que si tu dis non, tu deviendras égoïste, que si tu mets de la distance, tu seras cruel. Mais la vérité est plus dure et plus simple. Celui qui ne pose pas de limites finit par exploser, fatigué de porter sur ses épaules le poids d'un monde qui n'est pas le sien. Tu n'es pas une décharge émotionnelle pour que quiconque y dépose ses frustrations. Tu n'es pas un soldat au service des batailles d'autrui. Tu es le gardien de ton propre espace sacré. Chaque fois que tu permets une invasion de ta paix, même petite, tu ouvres une brèche qui grandit avec le temps. Peu importe si tu le fais par amour, par peur ou par culpabilité. Les intentions ne sauvent pas. Les conséquences n'attendent pas non plus. Une vie sans limite claire est une vie condamnée au ressentiment et à la frustration. Le stoïcisme nous apprend à préserver l'esprit comme on préserve un temple. Seul l'essentiel entre. Seul ce qui est précieux reste. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes pensées, à ton temps, à ton énergie. Peu importe combien de plaintes ou de réclamations tu reçois, peu importe combien de fois on essaie de te faire sentir coupable de te choisir. La responsabilité de prendre soin de ta paix n'est pas la leur, c'est la tienne. Il n'est pas nécessaire de construire des murs de haine ou de s'isoler du monde. Il suffit d'être clair, ferme et constant. Apprendre à dire non sans culpabilité,
à te retirer quand une conversation devient un champ de bataille inutile, à fermer des portes sans regarder en arrière quand tu sais que rester seul signifie continuer à te perdre toi-même. Chaque limite que tu marques avec respect et détermination est un acte d'amour-propre. C'est une déclaration silencieuse que tu valorises ta vie plus que toute validation temporaire. Tout ne peut pas être réglé en parlant, toutes les blessures ne se ferment pas en demandant pardon. Parfois, le plus grand acte de maturité est de te retirer avant que le poison ne s'enracine trop profondément. Rappelle-toi que ta paix n'a pas de prix, elle n'est pas négociable, elle n'est pas à vendre. Si tu la perds parce que tu ne sais pas comment la défendre, aucun succès extérieur, aucune somme d'argent, aucune relation superficielle ne pourra te la rendre. Sans paix intérieure, tout le reste devient sans importance. Défends ta source comme si ta vie en dépendait, parce qu'au fond, c'est le cas. 7. Honore ton temps comme le trésor le plus précieux que tu possèdes. Le temps est comme un sablier qui se vide seconde par seconde sans que tu puisses l'arrêter. Chaque grain qui tombe est une partie de toi qui se perd à jamais. Peu importe combien tu cries fort, combien tu essaies de t'accrocher à lui ou combien tu te repens par la suite, le sable continue de tomber, indifférent à tes désirs, à tes excuses, à tes remords. Ceux qui gaspillent leur temps agissent comme s'ils étaient éternels. Ils se divertissent dans des disputes vaines, dans des plaisirs éphémères, dans des distractions qui ne laissent rien d'autre que du vide. Ils vendent les heures les plus précieuses de leur vie en échange de miettes d'acceptation, de divertissement ou de confort. Ils ne comprennent pas que chaque seconde qu'ils consacrent à l'insignifiant est une seconde de moins pour construire la vie qu'ils désirent vraiment. Honorer ton temps, c'est traiter chaque jour comme ce qu'il est, une opportunité unique, irrépétable, sacrée. Tu ne peux pas vivre comme si tu allais avoir des matins infinis. Tu ne peux pas permettre aux autres de te voler des heures déguisées en faveur, en engagements sans signification ou en drames étrangers. Chaque minute que tu cèdes sans conscience est un grain de plus que tu perds à jamais de ton horloge de vie. Le stoïcisme nous rappelle constamment l'urgence de vivre éveillé. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour te déprimer, mais pour te pousser à profiter vraiment du bref laps de temps qui t'a été accordé. Tu n'as pas le contrôle sur quand ton temps se terminera, mais tu as un pouvoir absolu sur la façon dont tu décides de l'utiliser aujourd'hui. Arrête de donner tes heures à ceux qui ne les méritent pas. Arrête de repousser tes rêves par peur ou par confort. Arrête de penser que demain sera un meilleur moment pour commencer à être qui tu sais que tu peux être. La vie ne donne pas de garantie. La semaine prochaine, l'année prochaine, le prochain projet sont des fantasmes. Tu n'as que le maintenant, et chaque seconde que tu passes à hésiter ou à te distraire est une seconde qui ne reviendra jamais. Honorer ton temps implique aussi de t'honorer toi-même. Il ne s'agit pas de le remplir d'activités frénétiques pour te sentir productif, mais de choisir consciemment à quoi et à qui tu donnes ton attention, ton effort et ton âme. La qualité de ta vie ne dépend pas de combien tu fais, mais de l'intention avec laquelle tu fais chaque chose. Apprends à dire non sans culpabilité quand quelque chose n'apporte pas à ton but. Apprends à t'éloigner des conversations creuses, des relations stériles, des engagements qui ne consomment que ton énergie. Apprends à regarder ton calendrier comme un reflet de tes véritables priorités. Chaque espace que tu remplis avec quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu ne valorises pas est un espace que tu ne pourras jamais récupérer. Vivre avec urgence ne signifie pas vivre avec anxiété, cela signifie vivre avec un but. Chaque jour doit être une déclaration silencieuse que tu construis quelque chose qui en vaut la peine. Quelque chose que, lorsque viendra le moment inévitable de regarder en arrière, tu pourras te rappeler avec fierté et non avec regret. Tu ne peux pas acheter plus de temps, tu ne peux pas revenir en arrière pour corriger les heures gaspillées. Mais tu peux, à partir de maintenant, défendre chaque minute comme celui qui défend le trésor le plus sacré qu'il possède. Non pas parce que tu as peur de le perdre, mais parce que tu comprends que c'est dans ce sablier que ton héritage se forge. Rappelle-toi, le temps ne t'appartient pas.
il t'a seulement été prêté. L'honorer est la seule façon d'honorer véritablement ta vie. 8. Protège ton monde intérieur comme celui qui protège un temple sacré. Ton monde intérieur est comme un temple caché au sommet d'une montagne. Tout le monde ne peut pas y arriver. Tout le monde ne mérite pas de fouler son sol. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que tu décides d'héberger en toi est comme un visiteur que tu laisses entrer dans cet espace sacré. Si tu n'es pas sélectif, si tu permets que le bruit et la saleté du monde entrent sans contrôle, ton temple se détériore, se corrompt, perd sa sainteté. Beaucoup vivent comme si leur esprit était une place publique, ouverte à n'importe quel stimulus, n'importe quelle opinion, n'importe quelle ordure émotionnelle que d'autres veulent jeter. Ils permettent à la peur, à l'envie, à la colère et au ressentiment de prendre place dans leur sanctuaire et, sans s'en rendre compte, transforment leur paix en ruine. Ils veulent une vie sereine, mais ils n'osent pas protéger le seul endroit où cette vie peut vraiment se construire, à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que la véritable force se construit à l'intérieur, pas à l'extérieur. Peu importe combien tu obtiens, combien tu parais, combien de victoires tu collectionnes. Si tu es en guerre avec toi-même à l'intérieur, tu es perdu. La seule bataille qui compte vraiment est celle que tu mènes dans ton monde intérieur. Protéger ton temple exige de la discipline. Cela signifie être impitoyablement conscient de qui et de quoi tu donnes accès. Cela signifie ne pas laisser les émotions des autres gouverner ton état mental. Cela signifie ne pas permettre que les circonstances extérieures te sortent de ton centre. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la sagesse. C'est comprendre qu'à chaque fois que tu perds le contrôle sur ton intérieur, tu donnes ton pouvoir à des forces qui ne devraient pas te gouverner. Tu n'as pas besoin de vivre isolé ou de te déconnecter de la vie. Tu as simplement besoin d'avoir un critère féroce pour filtrer ce que tu permets en toi. Toute critique ne mérite pas de réponse. Toute provocation ne mérite pas ta réaction. Tout stimulus ne mérite pas ton attention. Le silence, la réflexion, la distance émotionnelle sont des boucliers que tu dois apprendre à utiliser sans culpabilité. Prendre soin de ton monde intérieur n'est pas un acte de faiblesse, c'est le fondement de toute véritable force. Un temple propre, solide, protégé est l'endroit d'où tu peux construire n'importe quelle vie que tu te proposes. Mais un temple envahi, abandonné ou corrompu ne peut générer que confusion, anxiété et défaite. Rappelle-toi, personne d'autre ne peut prendre soin de ton temple pour toi. Si tu ne deviens pas son gardien, son constructeur et son défenseur, personne ne le fera. Protège ton monde intérieur comme celui qui protège ce qui est le plus sacré. Parce qu'en vérité, c'est le cas. Tu es en train de perdre la guerre et tu ne t'en rends même pas compte. Il n'y a pas de bombes, pas de cris, pas de soldats. Il n'y a qu'un téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, un agenda que tu n'as pas écrit et une voix dans ta tête qui ne sonne plus comme la tienne. C'est ainsi que l'on perd le contrôle, pas avec un coup, mais avec des milliers de petites concessions. Une opinion que tu avales, un oui que tu voulais être un non, une idée à toi que tu laisses mourir par peur de ne pas correspondre. Et quand tu t'en rends compte, tu vis en pilote automatique, faisant ce qu'il faut, disant ce qu'on attend, pensant ce qu'on t'a appris. Veux-tu savoir ce qui est le plus dur? Personne ne le remarquera. Ils vont t'applaudir, ils vont dire que tu es normal, que tu es une bonne personne, que tu fais ce qu'il faut faire. Mais toi, à l'intérieur, tu connais la vérité, tu n'es pas aux commandes. Ce n'est pas une autre conférence de motivation bon marché. C'est un appel à la guerre la plus importante, la guerre intérieure. Celle qui se livre tous les jours dans le silence de ton esprit, dans ce que tu décides de dire et dans ce que tu oses faire. Et si tu veux gagner cette guerre, il y a 3 armes que tu ne peux jamais lâcher. Parler avec un but, penser clairement, agir avec puissance. Les stoïciens le savaient déjà il y a des siècles. Ils ne cherchaient pas la gloire, ni l'approbation, ni la motivation rapide. Ils cherchaient la liberté, mais pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui se conquiert de l'intérieur. Ils comprenaient
que le monde peut être un désastre, mais si ton intérieur est en ordre, tu restes ferme. Ce scénario n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui en ont assez de se sentir faibles, confus, éteints. Il est pour ceux qui veulent retrouver ce qu'ils n'auraient jamais dû perdre, leur pouvoir personnel. Tout au long de ce chemin, nous allons traverser 8 leçons. Chacune est une provocation, un outil, une coupure nette à la médiocrité. Ce ne sont pas de belles idées, ce sont des règles pour vivre avec intention. Et si tu les appliques, tu ne vas pas seulement changer ta façon de penser, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. On va commencer. Mais avant, pose-toi une seule question. Es-tu vraiment prêt à te battre pour toi-même? 1. Ne nourris pas ton esprit comme s'il ne valait rien. Ton esprit est comme un cheval sauvage, puissant, rapide, avec un potentiel que tu n'imagines pas, mais aussi dangereux si tu le nourris avec des déchets. Donne-lui de la nourriture pourrie, et non seulement il tombe malade, il te jette au sol, te traîne, te fait croire que tu ne peux plus remonter. La plupart des gens passent leur vie sans se rendre compte de cela. Ils pensent qu'ils peuvent consommer n'importe quoi et continuer à penser clairement, mais c'est une illusion. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit le façonne, il le renforce ou l'affaiblit, il l'aiguise ou l'émousse, il le réveille ou l'endort. Chaque pensée, chaque image, chaque mot que tu acceptes sans filtre est comme une graine qui prend racine en toi. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu consommes, d'autres le feront pour toi. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes entourés de bruits déguisés en informations. Des nouvelles conçues pour altérer tes émotions, des réseaux sociaux conçus pour te voler ton attention, des conversations vides qui ne t'apportent rien, mais que tu consommes quand même parce qu'il faut être informé ou parce que tout le monde le fait. Et plus tu acceptes cela sans le remettre en question, plus cela devient ta normalité. Tu nourris ton esprit comme si cela n'avait pas d'importance, comme si ce n'était pas le noyau de tout ce que tu es. Mais c'est le cas. Ce que tu crois, ce que tu dis, ce que tu fais, tout commence par ce que tu penses. Et ce que tu penses est directement lié à ce que tu consommes. Les stoïciens étaient obsédés par cela. Ils savaient qu'un esprit faible se trahit lui-même. C'est pourquoi ils cultivaient la lecture, le silence, l'observation profonde. Ils ne laissaient pas n'importe quoi entrer en eux. Parce qu'ils savaient que le prix d'un esprit contaminé est une vie hors de contrôle. Et cela ne se remarque pas dans les grandes tragédies, cela se remarque dans le subtil. Tu réagis sans penser, tu dis ce que tu ne voulais pas, tu te distrais quand tu as le plus besoin de te concentrer, tu es paralysé devant des décisions que tu devrais prendre avec fermeté. Il ne s'agit pas de devenir un fanatique qui ne voit rien, n'écoute rien, ne parle à personne. Il s'agit d'être sélectif, de filtrer, de se rappeler que ton esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut lancer son opinion, sa haine, sa frustration. Il est à toi. Et si tu en prends soin, il te transforme en quelqu'un d'insurmontable. Mais si tu le laisses ouvert à n'importe quoi, il devient ton pire ennemi. La prochaine fois que tu ouvres un réseau social, que tu mets une série, que tu entres dans une discussion, demande-toi, est-ce que cela nourrit mon esprit ou l'intoxique? Est-ce que cela me rend plus clair, plus fort, plus maître de moi? Si la réponse est non, tu dois apprendre à fermer la porte, non par arrogance, par respect pour toi. Parce qu'un esprit puissant ne se forme pas avec de beaux discours, mais avec une discipline brutale sur ce que tu laisses entrer. Les déchets mentaux coûtent cher. Ils te prennent de l'énergie, te prennent la direction, te prennent le contrôle. Celui qui reconquiert son pouvoir personnel commence par là. Parce que personne ne peut penser clairement si sa tête est pleine de déchets. Personne ne peut agir avec force si son esprit est un champ de bataille d'idées sans sens. Et personne ne peut parler avec un but si tout ce qu'il a à l'intérieur est ce qu'il a entendu répéter par d'autres. Nourris ton esprit comme s'il était la chose la plus précieuse que tu possèdes, parce que c'est le cas. Ce que tu sèmes aujourd'hui à l'intérieur sera ce que tu récolteras demain dans ta vie.
2. Mets ton esprit au régime, moins de bruit, plus de sagesse. Ton esprit est comme une pièce avec des murs de verre. Tout ce que tu laisses entrer se reflète, s'amplifie, rebondit encore et encore, jusqu'à remplir chaque coin. Et si tu ne contrôles pas ce qui entre, cet espace qui devrait être propre, serein et concentré, devient un marché bruyant, plein de voix étrangères, d'opinions inutiles et de pensées qui ne t'appartiennent pas. Tu veux penser clairement, mais tout est saturé. Tu te sens épuisé, mais tu n'as rien fait de physique. Tu ne sais pas pourquoi tu es frustré, pourquoi tu as du mal à te concentrer, pourquoi tu as l'impression de ne pas avancer. La réponse est là, dans ce bruit invisible que tu laisses passer comme si cela n'avait pas d'importance. Le bruit ne crie pas toujours. Parfois, il arrive déguisé en divertissement, en inquiétude, en nouvelles, en conversations qui semblent importantes, mais ne le sont pas. Tu accumules de l'information comme si plus tu en savais, plus tu étais préparé, mais en réalité, tu ne fais que remplir ta tête de poids supplémentaires. À force d'absorber sans filtrer, tu oublies ce qu'est le silence. Tu oublies que penser clairement n'est pas avoir plus de données, mais avoir de l'espace pour discerner, pour connecter, pour voir l'essentiel. Les stoïciens savaient qu'un esprit bruyant est un esprit faible. C'est pourquoi ils valorisaient tant le recueillement, le contrôle interne, le filtre constant. Épictète disait que tout ce que nous entendons ne doit pas rester avec nous. Ce qui n'ajoute pas, encombre. Ce qui n'édifie pas, détruit. Une tête saturée est comme un corps gonflé de malbouffe, lent, maladroit, sans énergie. Et si nous le comprenons avec le corps, pourquoi ne le comprenons-nous pas avec l'esprit? Mets ton esprit au régime. Je ne parle pas d'ignorer tout, ni de t'enfermer dans une bulle. Je parle d'entraîner ton attention comme une sentinelle, ferme, éveillée, sélective. Tu dois commencer à te demander ce qui vaut la peine d'être laissé entrer. Tout ce qui brille n'informe pas. Tout ce qui sonne fort n'est pas important. Commence par réduire l'inutile, la surexposition au réseau, les nouvelles qui ne font que répéter les malheurs, les conversations qui tournent en rond sans solution. Fais de la place, parce que ce n'est que lorsqu'il y a de l'espace que l'essentiel peut entrer. Et c'est l'autre côté du régime. Il ne s'agit pas seulement de retirer, mais de nourrir. Remplis ton esprit de sagesse, pas d'opinion, d'idées profondes, pas de cris vides. Lis ceux qui ont vécu avant toi et qui ont laissé des cartes. Écoute ceux qui parlent à partir de l'expérience, pas de la mode. Réfléchis avant de répéter, questionne avant de croire. Et surtout, crée des pauses réelles, des minutes où tu n'es pas en train de réagir, mais d'observer. Des moments où tu écoutes le silence et comprends ce que ton esprit dit vraiment quand il n'est pas surchargé. Penser clairement est une forme de pouvoir, et comme tout pouvoir, il ne s'obtient pas sans discipline. Il faut que tu résistes à la facilité, que tu choisisses la profondeur, que tu te retires du bruit, même si tu as l'impression de manquer quelque chose. En réalité, tu te retrouves. Parce que moins tu permets de bruit, plus ta propre voix se fait entendre. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel doit apprendre à filtrer sans culpabilité. Il doit comprendre que vivre en étant surstimulé, c'est vivre fragmenté. Si tu veux être maître de ton esprit, commence par le mettre au régime. Nettoie le chaos, ferme les portes, élimine le superficiel et laisse la sagesse avoir l'espace dont elle a besoin pour grandir. 3. Une idée par jour où la distraction te dévore. Imagine que ton esprit est un terrain fertile. Chaque jour, il se réveille prêt à recevoir une seule graine, une idée claire qui prendra racine, grandira et portera des fruits si tu la cultives. Mais si tu ne sèmes rien toi-même, d'autres le feront pour toi. Et ils ne le feront pas intentionnellement, ils le feront avec des déchets, des opinions sans valeur, des scandales sans contexte, des émotions recyclées, des idées médiocres. Au lieu d'un jardin, ce qui se forme est un marais. Et dans ce terrain inondé de distractions, rien ne fleurit. Car l'esprit, lorsqu'il n'a pas de direction, devient une cible facile pour tout ce qui cherche à te voler ton attention. Aujourd'hui, nous sommes plus informés que jamais, mais plus confus que jamais.
Nous naviguons entre des milliers de contenus, mais nous ne retenons rien. Nous sautons de sujet en sujet comme si le savoir était un divertissement. Et pendant ce temps, l'attention se fragmente, la volonté s'épuise et la clarté disparaît. Les gens pensent qu'ils ont le contrôle parce qu'ils ont accès à tout, mais en réalité, ils l'ont perdu parce qu'ils ne savent plus quoi chercher. Si tu ne décides pas quelle idée mérite ton énergie, tout le reste la prendra par défaut. Les stoïciens ne lisaient pas pour lire. Ils ne pensaient pas pour penser. Ils ne parlaient pas pour combler les silences. Leur pratique était quotidienne, concrète, dirigée, une idée, une réflexion, une phrase puissante qui guidait leur journée, qui les aidait à se corriger, à s'observer, à vivre avec intention. Ils n'avaient pas besoin de 10 livres par mois, ils avaient besoin d'une seule vérité bien comprise et bien appliquée. Et c'est quelque chose que nous avons oublié. La profondeur l'emporte sur la quantité. Une seule idée forte peut te changer si tu lui donnes de l'espace, mais aucune ne peut le faire si tu sautes d'une distraction à une autre toutes les 5 minutes. Avoir une idée par jour n'est pas un défi intellectuel, c'est un acte de résistance. C'est mettre une ancre au milieu du chaos, c'est dire au monde « Aujourd'hui, je vais penser à ça » et tout le reste peut attendre. Cela peut être une phrase que tu as lue, une leçon que tu as vécue, une décision que tu dois prendre. Peu importe d'où elle vient, ce qui compte, c'est que tu la soutiennes, que tu la regardes en face, que tu la travailles comme celui qui aiguise une arme. Parce que c'est ce que c'est, un outil pour te maintenir éveillé pendant que les autres vivent endormis. La distraction te vole l'âme en silence. Ça ne fait pas mal, ça ne brûle pas, ça ne se voit pas, ça arrive juste. Et quand tu t'en rends compte, des jours, des semaines, des mois sont passés. Tu ne te souviens pas de ce que tu as appris, ni de ce que tu as pensé, ni de ce en quoi tu as cru. Tu sais juste que tu as été occupé. Plein de mouvements mais vide de direction. Une idée par jour est une bouée de sauvetage. C'est un acte de contrôle. C'est choisir consciemment sur quoi tu vas te concentrer pour ne pas laisser l'environnement décider pour toi. Fais-le simple. Au réveil, choisis une idée qui t'accompagnera. Écris-la, répète-la, construis-lui un espace. Peu importe si elle semble petite, ce qui compte, c'est ce que tu fais avec elle. Le problème n'est pas de ne pas avoir d'idées, le problème est que nous ne leur donnons pas le temps ni l'attention qu'elles méritent. Un esprit concentré sur une seule idée peut transformer une vie. Un esprit dispersé en 1000 choses ne peut rien transformer. Celui qui veut reconquérir son contrôle personnel doit apprendre à choisir avec force à quoi penser. Car chaque jour qui passe sans une idée qui te guide est un jour gagné par la distraction. Et dans cette vie, où tu diriges ton esprit, où ton esprit devient une décharge de tout ce que le monde lance sans filtre. Une idée par jour, c'est ton outil, c'est ton bouclier. 4. Réserve un bloc de pouvoir, où la journée te submerge. Ta journée est comme un fleuve tumultueux. Si tu ne construis pas un barrage solide dès le début, le courant t'emporte. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, tu réponds aux messages, tu vois ce que font les autres et sans t'en rendre compte, tu n'es plus là où tu voulais être. Tu es là où on t'a poussé. Et cela se répète encore et encore. Des journées où tu n'as rien dirigé. Tu as juste réagi. Tu t'es laissé emporter par des urgences extérieures, des tâches mal priorisées, des distractions déguisées en productivité. Et à la fin de la journée, la fatigue arrive, mais pas parce que tu as fait ce qui compte, mais parce que tu t'es laissé emporter. Si tu veux vraiment prendre le contrôle personnel, tu dois créer de l'espace pour penser, agir et construire à partir de ton centre. Tu as besoin d'un bloc de pouvoir, un temps réservé rien que pour toi. Pas pour les réseaux, pas pour les mails, pas pour éteindre des feux, pour toi, pour créer, pour planifier, pour faire ce qui fait vraiment bouger ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, le monde le fera pour toi. Il y a toujours quelque chose d'urgent qui attend. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Il y a toujours du bruit. Mais l'urgent n'est pas toujours l'important. Et ce que les autres attendent de toi ne construit pas toujours ce que tu veux être. Ce bloc n'a pas besoin de durer des heures. Il n'a pas besoin d'être parfait, ni rempli de rituels sophistiqués.
L'important est qu'il soit intouchable. Il peut s'agir d'une demi-heure le matin, d'une heure l'après-midi, de 20 minutes avant de dormir. Peu importe quand, l'important est qu'il existe et que pendant ce temps, tu sois en mode créateur, pas en mode réactif. Que tu utilises cet espace pour te concentrer sur l'essentiel, lire, écrire, penser, planifier, exécuter quelque chose de clé, ce que tu sais qui te rapproche de qui tu veux être, mais que tu laisses toujours pour plus tard parce que la journée se complique. Les stoïciens n'attendaient pas d'avoir un jour de congé pour réfléchir. Ils ne laissaient pas leur croissance au hasard. Ils utilisaient chaque moment disponible pour renforcer leur caractère. Marc Aurèle écrivait dans son journal avant de faire face aux problèmes de l'Empire. Non pas parce qu'il avait du temps, mais parce qu'il comprenait que sans clarté interne, tout le reste devient confus. Épictète enseignait que si tu n'as pas un moment quotidien pour toi, alors tu n'as pas une vie. Tu vis simplement celle des autres. Et il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'ordre, de prioriser ce qui soutient vraiment ton esprit, ton énergie et ta vision. Ce bloc de pouvoir est ta base. C'est le moment où tu plantes tes décisions les plus fermes, où tu te vides du bruit et te remplis de direction. Si ce moment n'existe pas, le chaos gagne toujours, parce que le monde est conçu pour t'interrompre, pour te diviser, pour te faire oublier qui tu es et ce que tu veux. Fais-en une habitude, défends-le avec tout. Éteins le téléphone, ferme la porte, fais taire le monde, et même si tout crie, reste ferme. Parce que dans cet espace, tu ne te renforces pas seulement, tu te rappelles aussi. C'est là que tu reprends les rênes avant que la journée ne te les arrache. Celui qui n'a pas de bloc de pouvoir vit à la merci de son environnement. Il réagit, improvise, se frustre. Mais celui qui en a un devient une force difficile à déplacer. Non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il contrôle l'essentiel, son focus. Ton temps est limité, et ce que tu fais avec les premières minutes détermine la qualité du reste de la journée. Ne donne pas ton énergie la plus précieuse au hasard. Ne laisse pas le bruit te voler les premières heures. Réserve ce bloc, protège-le, parce que c'est le moment où se forge le contrôle personnel. Le reste n'est que réaction. 5. Apprends à te taire quand tu n'as rien de réel à dire. Parler sans réfléchir, c'est comme tirer des flèches au hasard au milieu d'une foule. Peut-être que tu ne visais personne, mais cela n'empêche pas le dommage. Les mots ont du poids, une direction et un impact. Chaque chose qui sort de ta bouche laisse une trace, pour le meilleur ou pour le pire. Mais la plupart des gens parlent comme si cela n'avait pas d'importance, comme si dire quelque chose, n'importe quoi, était toujours mieux que de garder le silence. Et c'est là que commence l'érosion. Parce que parler sans but non seulement pollue l'atmosphère, mais affaiblit aussi ta présence, ton respect et ta clarté. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout, où le silence est confondu avec la faiblesse, et où paraître intelligent est plus important que de penser en profondeur. Il y a une pression constante pour répondre rapidement, pour participer à tout, pour dire quelque chose même si cela n'a pas de substance. Mais la vérité est que plus tu parles sans sens, plus tes mots se vident. Tu perds de la force, tu perds du respect, et surtout, tu perds le contrôle. Les stoïciens valorisaient le silence comme un outil de pouvoir. Ce n'était pas de la timidité, ce n'était pas de l'évasion, c'était une stratégie. Ils se taisaient non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils savaient quand il valait la peine de parler. Ils comprenaient que les mots sont des actes et que chaque acte a des conséquences. Dire moins, mais avec vérité, clarté et intention, était une façon de marquer sa présence sans avoir besoin de crier. C'était une façon de vivre avec dignité, pas avec anxiété. Se taire n'est pas se taire pour toujours, c'est apprendre à choisir. Choisir quand parler et quand ne pas le faire. Choisir si ce que tu vas dire construit ou ne fait que remplir le vide. Choisir si tu le fais par nécessité ou par impulsion. Parce que souvent, nous ne parlons pas parce que nous avons quelque chose à apporter, mais parce que nous voulons éviter le silence, ou parce que nous ressentons le besoin de justifier, d'impressionner ou de nous défendre.
Mais quand tu apprends à résister à cette impulsion, tu découvres quelque chose de puissant. Le silence te donne du pouvoir. Le silence filtre. Le silence te permet d'observer, d'analyser et de répondre avec précision quand c'est vraiment nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être dans toutes les conversations. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vie. Il y a des moments où le véritable contrôle est de fermer la bouche, de garder le regard ferme et de laisser le silence parler pour toi. Parce que celui qui sait se taire écoute plus. Et celui qui écoute plus comprend mieux. Et celui qui comprend mieux agit avec plus de force. Le bruit n'est pas seulement à l'extérieur, nous le générons aussi avec nos propres mots mal gérés. Chaque fois que tu dis quelque chose par habitude, par anxiété ou pour remplir l'espace, tu cèdes du pouvoir. Tu laisses la réactivité remplacer l'intention. Tu affaiblis le muscle de l'autocontrôle, qui est l'un des piliers de la maîtrise de soi. Parce que maîtriser ce que tu dis, c'est maîtriser ce que tu penses, et c'est ce qui te permet de vivre avec direction. Il y a de la force dans le silence bien utilisé, il y a de la clarté dans la pause, il y a du respect dans le choix conscient des mots. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de froid, distant ou inaccessible. Il s'agit de transformer chaque mot en un outil et non en un déchet. Et cela n'est possible que lorsque tu apprends à te taire, non par peur, mais par respect pour toi-même et pour la valeur de ce que tu dis. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel ne se mesure pas seulement à ce qu'il dit, mais aussi à ce qu'il choisit de ne pas dire. Parce que dans un monde qui ne cesse de parler, le silence bien utilisé devient un acte de pouvoir. Apprends à te taire quand tu n'as rien de réel à dire. Ta voix gagnera plus de poids. Ta présence deviendra plus forte. Et tu redeviendras celui qui décide quand, comment et pourquoi parler. 6. Ne gaspille pas d'énergie en futilité. Automatise l'anodin. Ton énergie quotidienne est comme une batterie de haute précision. Elle n'est pas infinie. Elle ne se recharge pas toute seule. Et chaque petite décision que tu prends, chaque doute inutile, chaque interruption sans sens, draine cette batterie sans que tu t'en rendes compte. Le pire, c'est que tu ne la dépenses pas pour ce qui est important. Tu ne la dépenses pas pour tes idées, pour tes objectifs, pour ta croissance. Tu la laisses s'échapper dans des détails minimes, des décisions répétitives et des routines que tu aurais pu résoudre il y a longtemps. Et le plus grave, c'est que tu t'habitues à vivre avec cette fuite constante. Il te semble normal de terminer la journée épuisé, sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment valable, simplement parce que tu as été occupé par 1000 choses qui ne changent pas du tout ta vie. L'esprit n'est pas conçu pour décider de tout à chaque instant. Si tu utilises ta capacité de décision pour choisir quoi porter, quoi prendre au petit déjeuner, par où aller, quoi répondre à chaque message, tu gaspilles des ressources mentales que tu devrais réserver pour des décisions importantes. C'est comme si tu avais un réservoir limité de concentration et que tu le jettes à la poubelle dès le début de la journée. Et quand tu as vraiment besoin de penser clairement ou d'agir avec force, tu es déjà épuisé, sans énergie, sans direction. Les stoïciens comprenaient la valeur de la simplicité, vivre avec moins, décider plus rapidement, éliminer l'inutile. Non pas parce qu'ils méprisaient le monde, mais parce qu'ils savaient que chaque distraction qui te vole ton attention t'éloigne de toi-même. Ils ne pouvaient pas contrôler le chaos extérieur, mais ils pouvaient contrôler ce qu'ils faisaient de leur temps, de leur concentration et de leur énergie. Et c'est la leçon que nous devons appliquer aujourd'hui, plus que jamais. Automatiser ne signifie pas devenir une machine. C'est libérer ton esprit pour qu'il puisse se consacrer à ce qui compte vraiment. C'est structurer l'anodin pour qu'il n'interrompe pas l'essentiel. Conçois des routines claires. Établis des horaires stricts. Définis tes priorités la veille. Crée des habitudes qui réduisent au minimum l'effort mental dans les tâches répétitives. Ne perds pas une demi-heure à réfléchir à quoi porter si tu peux avoir un système. Ne gaspille pas 20 minutes à décider par où commencer si tu peux avoir une liste claire. Tout cela s'additionne. Tout cela a un impact, et si tu ne l'organises pas, cela devient du bruit qui bloque ton progrès.
Les gens pensent qu'ils ont besoin de plus de motivation, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de moins de friction. Chaque fois que quelque chose te demande plus d'énergie que nécessaire, tu affaiblis ta volonté. Et quand tu le fais tous les jours, tu finis par croire que tu ne peux pas te concentrer, que tu n'as pas de discipline, qu'il te manque quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui te manque, c'est de la structure. Ce qui te manque, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la force qu'il faut pour gagner la journée, c'est de l'intelligence pour ne pas la gaspiller. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel doit être brutalement honnête avec lui-même. Où gaspilles-tu ton énergie? Combien de décisions sans importance te volent du temps chaque jour? Combien d'habitudes pourrais-tu automatiser pour retrouver de la clarté? Il ne s'agit pas de t'obséder avec le contrôle, mais de construire une base solide pour que le chaos ne te consume pas. Parce que si tu ne décides pas comment utiliser tes ressources, le monde les utilisera pour toi. Et crois-moi, le monde ne pensera pas à ton bien-être. Crée des systèmes, établis des routines, simplifie l'inutile. Ton esprit n'est pas fait pour décider 20 fois la même chose. Il est fait pour créer, pour construire, pour avancer. Automatise l'anodin. Protège ton énergie comme si c'était de l'or, parce que c'est le cas. 7. Scanne ton environnement. Coupe ce qui t'éteint. Imagine que tu es une torche allumée. Ton feu représente ton énergie, ta concentration, ton ambition, ta clarté. Mais si tu es entouré de vent, d'humidité ou de personnes qui te soufflent dessus tout le temps, ta flamme ne reste pas stable. Elle vacille, s'affaiblit et avec le temps, s'éteint. Il en va de même pour ton environnement. Tu peux avoir des objectifs clairs, des habitudes disciplinées et une mentalité forte, mais si tu es entouré de facteurs qui te drainent constamment, tu ne vas jamais avancer comme tu le devrais. Et le pire, c'est que souvent tu ne t'en rends même pas compte. Tu t'habitues à cet environnement qui te freine, tu le normalises, tu le justifies. Jusqu'au jour où tu te demandes pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu as l'impression de ne plus avoir l'étincelle qui te motivait auparavant. Ton environnement n'influence pas seulement, il te façonne. Les personnes avec qui tu parles, les lieux où tu passes ton temps, les objets que tu as à vue, tout cela te parle, tout le temps. Cela te pousse en avant ou te fait sombrer peu à peu. C'est pourquoi, si tu veux vraiment reconquérir ton pouvoir personnel, tu dois scanner ton environnement comme si tu étais un gardien dans ta propre forteresse. Identifie ce qui nourrit ton feu et ce qui l'éteint. Et aie le courage de faire quelque chose à ce sujet. Les stoïciens parlaient d'être imperturbable, de garder son calme au milieu du chaos. Mais ne confonds pas cela avec le fait de rester là où tout te fait du mal, comme si c'était une épreuve de résistance. La force mentale ne consiste pas à supporter ce qui t'éteint, mais à avoir la lucidité et la force de couper ce qui n'ajoute rien. Il y a des personnes qui se nourrissent de ton insécurité, qui se plaignent constamment, qui ne savent parler que de ce qui va mal et qui ne veulent rien changer. Il y a des espaces qui te gardent coincé dans des routines vides, qui te volent du temps et t'offrent du confort en échange de progrès. Il y a de petites habitudes dans ton environnement qui, si tu ne les surveilles pas, finissent par te drainer sans que tu t'en rendes compte. Il ne s'agit pas de devenir froid ou radical, il s'agit d'assumer ta responsabilité, parce que ton environnement ne change pas tout seul, et si tu ne le mets pas en ordre, tu t'adaptes. Et si tu t'adaptes, tu t'éteins. Fais un bilan sans excuse. Regarde honnêtement qui t'entoure. Demande-toi si ces personnes t'élèvent ou te tirent vers le bas. Observe les lieux que tu fréquentes. Évalue s'ils t'inspirent ou s'ils ne te servent qu'à t'échapper. Regarde ton espace physique, ton bureau, ta chambre, ton téléphone. Est-ce qu'ils te poussent à grandir ou t'invitent-ils à rester le même? N'attends pas que tout soit parfait. Commence parce que tu peux changer aujourd'hui. Éloigne-toi de ceux qui n'apportent que du drame. Réduis le temps avec les personnes qui ne respectent pas ton processus. Élimine les objets que tu n'utilises pas, mais qui occupent de l'espace mental. Nettoie ton environnement de distractions visuelles et émotionnelles. Entoure-toi de stimuli qui te rappellent ce que tu veux construire, pas ce que tu as déjà laissé derrière.
Ton feu a besoin d'oxygène, de direction et de protection. Et cela ne peut être réalisé que lorsque tu fais de l'environnement un allié, pas un obstacle. Parce que aussi fort que tu sois à l'intérieur, si tout autour de toi conspire pour t'affaiblir, tôt ou tard, il y parvient. Scanne ton environnement avec froideur. Coupe ce qui t'éteint sans remords. Et fais de la place pour ce qui t'allume. Non pas par ego, non pas par caprice, mais parce que tu ne peux pas te permettre de vivre avec une âme à moitié. 8. Embrasse ta singularité. Grandis là où les autres s'arrêtent. Pense à une fissure dans la roche. Pour beaucoup, c'est une imperfection, un défaut, quelque chose qui brise l'uniformité de la surface. Mais il y a des plantes qui ne peuvent pousser que là, dans ces fissures, où personne ne s'attend à ce que quoi que ce soit fleurisse. Elles ne le font pas malgré la fissure, mais grâce à elles. Ta singularité fonctionne de la même manière. Ce qui te rend différent, ce que les autres ne comprennent pas, ce qui ne rentre pas dans les moules traditionnels, n'est pas une faiblesse. C'est ton point de départ. C'est ton terrain fertile. Mais si tu le caches, si tu le coupes, si tu essaies d'être comme les autres, tu tues la partie de toi qui a le plus de potentiel. La plupart des gens cherchent à s'intégrer. Ils veulent ressembler, s'adapter, passer inaperçus pour ne pas déranger. Ils suivent ce qui est à la mode, imitent ce qui fonctionne, copient ce que les autres applaudissent. Mais cela a un prix, le prix de renoncer à ce qui les rend vraiment uniques. Et personne ne peut avoir le contrôle personnel s'il vit pour satisfaire les attentes externes. Être authentique n'est pas seulement un choix esthétique, c'est une décision stratégique, parce que ce qui te rend différent est aussi ce qui peut te mener plus loin si tu l'utilises bien. Les stoïciens enseignaient que vivre selon ta nature est la base d'une bonne vie. Et ta nature n'est pas une copie. Ce n'est pas ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, ni ce qu'on t'a dit que tu devrais être. C'est ce qui vibre en toi quand tu es silencieux. C'est ce que tu fais bien sans effort, ce que tu penses même quand tu ne veux pas, ce qui te motive quand tout le reste perd son sens. Il ne s'agit pas d'être excentrique pour attirer l'attention. Il s'agit d'avoir le courage de suivre ton propre chemin, même si personne d'autre ne le comprend. Ta singularité est ton signal. C'est la marque qui te distingue au milieu du générique. Et quand tu la rejettes par peur du jugement, tu deviens plus faible. Non pas parce que tu es moins capable, mais parce que tu te bats contre toi-même. En revanche, lorsque tu l'embrasses, lorsque tu arrêtes de la cacher et que tu la mets au service de ta croissance, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à construire là où les autres ne font qu'imiter. Tu commences à avancer là où les autres s'arrêtent. Tu deviens inimitable, solide, libre. Il y aura ceux qui ne comprendront pas ta façon de penser, ton style de vie, tes décisions, peu importe. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde, tu as besoin du respect de toi-même, qui n'arrive que lorsque tu oses être qui tu es vraiment. Parce que rien ne consomme plus d'énergie que de faire semblant, et rien ne donne plus de force que de vivre en accord avec ton essence. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel doit arrêter de se cacher. Tu ne peux pas construire de pouvoir si tu es déguisé. Tu ne peux pas vivre avec intention si tu édites chaque partie de toi pour que les autres l'acceptent. Embrasse ta singularité, non pas comme un ornement, mais comme une source de direction. Grandis là où les autres ont peur, avance là où les autres abandonnent, et deviens cette exception qui n'a pas besoin de s'intégrer, parce qu'elle a déjà compris que sa valeur réside précisément dans le fait de ne ressembler à personne. Tout le monde veut être entendu, mais très peu s'efforcent d'avoir quelque chose qui vaille vraiment la peine d'être dit. La plupart ne parlent que par impulsion, par habitude, par ego. Ils remplissent le silence par du bruit, même s'ils ne disent rien. Et dans ce chaos de mots vides, le silence devient une rareté et une arme. Garder le silence n'est pas un acte passif. C'est un mouvement intelligent, calculé, souvent plus puissant que n'importe quel argument. Le silence n'est pas pour ceux qui fuient, mais pour ceux qui n'ont plus besoin de se battre. C'est la réponse de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver à personne. C'est le choix de celui qui préfère avoir le contrôle de lui-même plutôt que d'avoir raison. Je ne parle pas de rester silencieux par peur, je parle de rester silencieux par force.
Parce que lorsque vous apprenez à maîtriser votre langue, vous maîtrisez aussi vos émotions, votre ego et votre énergie. Tout n'est pas dit, tout n'est pas répondu, tout ne mérite pas une réaction. Il y a des batailles qui se gagnent sans élever la voix. Il y a des offenses qui s'éteignent avec l'indifférence. Et il y a des moments où parler est simplement une autre façon de perdre le contrôle. Ce n'est pas une vidéo pour les gens qui veulent bien paraître. C'est pour ceux qui en ont assez de gaspiller de l'énergie, de tomber dans des provocations inutiles, de parler quand au fond ils savent qu'ils auraient dû rester silencieux. Ici, nous ne venons pas pour déguiser la réalité, mais pour l'affronter telle qu'elle est. Parce que si vous ne pouvez pas contrôler votre impulsion de parler, vous ne pourrez contrôler rien d'autre. Aujourd'hui, nous allons parler du silence. Mais plus que cela, nous allons apprendre à l'utiliser comme un outil réel, pratique, puissant. Non pas comme une excuse pour fuir, mais comme un moyen de prendre le contrôle, de vous dominer, de vous respecter, de gagner sans même ouvrir la bouche. 1. Mords-toi la langue avant de déclencher la tempête. Il y a des moments où tout en toi veut exploser. Quelqu'un te provoque, te pousse à bout, te lance un mot, un regard, un geste qui semble te demander de répondre avec fureur. Et là se trouve la première grande erreur, croire que lâcher ce que tu ressens à cet instant est un acte de force, alors qu'en réalité, c'est un signe de faiblesse. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par le moment. Il ne parle pas quand il brûle de l'intérieur, parce qu'il sait que les mots lancés avec colère construisent rarement quelque chose. Ils détruisent plutôt. Le silence, dans ces moments de feu, n'est pas passivité. C'est un frein. C'est un contrôle brutal sur soi-même. C'est la domination de l'esprit sur l'impulsion. Se mordre la langue n'est pas une métaphore douce, c'est une bataille interne. Parce que quand quelque chose te fait mal ou te met en colère, ton instinct est de tirer. Tu veux crier, insulter, montrer clairement que tu ne te laisses pas faire. Mais quel est le résultat réel? Tu te dévalorises. Tu perds le focus. Tu donnes ta paix à l'autre. Réagir avec colère ne te rend pas fort. Ça te rend prévisible. Ça fait de toi quelqu'un que n'importe qui peut contrôler avec une simple poussée émotionnelle. Le philosophe Épictète le disait clairement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait du mal, mais ton opinion à ce sujet. L'opinion naît dans ton esprit et se transforme en mots quand tu ne la contrôles pas. Et une fois que tu parles, il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux t'excuser, tu peux essayer d'expliquer, mais ce que tu as dit avec colère a déjà laissé une marque, en toi, dans l'autre personne, dans la relation. Apprendre à se taire quand tout en toi crie que tu parles n'est pas facile. Cela demande de la force, cela demande de l'entraînement. Mais c'est l'une des compétences les plus précieuses que tu peux développer, parce que celui qui se contrôle au milieu de la tempête domine le terrain. Il ne s'agit pas de te réprimer pour toujours, il s'agit d'attendre, de laisser le feu s'apaiser, d'observer ce que tu ressens sans agir à partir de là. Le silence ne signifie pas soumission, il signifie stratégie. Peut-être décideras-tu de parler plus tard, peut-être pas. Mais si tu le fais, ce ne sera pas à partir du chaos, ce sera à partir du calme. Et cela change tout. Parce que celui qui parle avec sérénité frappe plus fort que celui qui crie sans réfléchir. Dans la vie réelle, cela s'applique partout. Dans une dispute avec ton partenaire, dans une réunion de travail, dans une dispute familiale, dans un message que tu es sur le point d'envoyer. Avant de lâcher ta vérité comme un coup de poing, pense, est-ce que cela aide? Est-ce que cela construit? Est-ce que cela représente qui je suis quand je suis à mon meilleur? Se mordre la langue avant de déclencher la tempête est un acte de respect envers soi-même. C'est dire au monde, je peux répondre, mais je choisis de ne pas le faire, pas encore. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es maître de toi. Parce que tu comprends que le contrôle émotionnel n'est pas un manque de caractère, mais un signe de maturité brutale. Ne confonds pas le silence avec la défaite. Parfois, c'est la plus grande forme de victoire, parce que le véritable pouvoir n'est pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité d'attendre, de réfléchir et de choisir avec précision quand et comment agir. Et quand tu apprends cela, tu cesses d'être l'esclave du moment et tu commences à devenir le maître de ton destin.
2. Reconnais ton ignorance avec dignité. L'esprit humain est comme une lanterne. Il éclaire ce qu'il connaît, mais au-delà du faisceau de lumière, il y a toujours de l'obscurité. Ce que tu ne vois pas ne disparaît pas. Tu ne le comprends tout simplement pas encore. Et le plus curieux, c'est que plus tu crois que ta lanterne est puissante, plus l'orgueil que tu portes sans t'en rendre compte est dangereux. Accepter que tu ne sais pas tout n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de sagesse. Mais nous vivons dans une société où prétendre tout savoir te donne du statut, même si intérieurement tu répètes ce que tu as entendu sans le comprendre. L'ignorance n'est pas le problème est de ne pas avoir le courage de la reconnaître. Dans la philosophie stoïcienne, l'un des principes les plus puissants est l'humilité intellectuelle. Savoir se taire quand tu n'as rien de précieux à apporter. Savoir poser des questions sans craindre le jugement. Savoir observer avant de donner ton avis, car celui qui parle depuis l'ignorance parle depuis l'ego. Et l'ego est ce poison silencieux qui te convainc que tu es arrivé, alors que tu n'as même pas encore commencé. Reconnaître que tu ne sais pas ne te rend pas inférieur, ça te rend réel, ça te permet d'apprendre, de grandir, de corriger. Mais pour cela, tu dois tuer une partie de toi, celle qui veut t'impressionner, celle qui veut avoir raison, celle qui se sent attaquée chaque fois que quelqu'un en sait plus. Cette partie est fragile, même si elle crie fort. C'est cette partie que tu dois enterrer si tu veux vraiment évoluer. Peu importe combien de livres tu as lus, combien de titres tu as, combien de phrases tu répètes. Si tu ne peux pas admettre qu'il y a encore des choses que tu ne comprends pas, tu es bloqué. L'ignorant n'est pas celui qui ne sait pas. C'est celui qui croit qu'il n'a plus besoin d'en savoir plus. Et c'est celui qui fait le plus de bruit, parce qu'il a peur que quelqu'un découvre combien il y a peu derrière sa façade. Dans la vie réelle, cela se traduit par quelque chose de très simple. Quand tu ne sais pas quelque chose, tais-toi. Écoute. Apprends. Pose des questions. Ne réagis pas avec sarcasme, ne change pas de sujet, ne te mets pas sur la défensive. Si quelque chose te dérange, c'est probablement parce qu'il touche un point aveugle. Et là, juste là, c'est là où tu as le plus besoin de rester silencieux et d'observer. Parfois, l'orgueil te dira « Ne te laisse pas faire, tu sais aussi ». Mais si ce que tu es sur le point de dire n'est pas basé sur la compréhension, alors ne parle pas. Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu as besoin de comprendre. Et comprendre nécessite de l'humilité. Cela nécessite de mettre l'ego en pause. Cela nécessite d'être prêt à être un apprenti, même lorsque tu es déjà entouré d'applaudissements. Imagine combien d'erreurs tu pourrais éviter si tu parlais moins et observais plus. Combien d'opportunités tu pourrais gagner si au lieu de vouloir avoir raison, tu choisissais d'avoir de la clarté. Combien de relations pourraient être renforcées si tu arrêtais de rivaliser pour savoir qui en sait le plus et que tu commençais à partager ce que tu as vraiment compris. Reconnaître ton ignorance avec dignité ne signifie pas te rabaisser. Cela signifie ouvrir l'espace pour devenir plus fort, plus sage, plus réel. Cela signifie que tu es prêt à construire à partir de la base, sans fioritures, sans masque, sans discours vide. Parce que celui qui sait qu'il ne sait pas est déjà plus proche de la connaissance que celui qui prétend tout savoir. Alors, la prochaine fois que tu ne comprends pas quelque chose, au lieu de remplir ta bouche de mots que tu ne maîtrises pas, ferme les lèvres, ouvre l'esprit et écoute. Parce que le silence, quand il naît du respect pour ce que tu ne connais pas, est le premier pas vers une version de toi qui n'a plus besoin de prétendre quoi que ce soit. 3. Sois un refuge, pas une solution. Il y a des personnes qui sont comme des tempêtes. Elles arrivent avec du bruit, de la hâte, tout est hors de contrôle. Et il y en a d'autres qui sont comme des toits solides au milieu du désastre. Elles ne disent pas grand-chose. Elles n'essaient pas de tout réparer, mais leur simple présence vous apporte la paix. Être un refuge n'est pas être passif. C'est avoir la force de ne pas se laisser entraîner par le chaos de l'autre. Dans un monde où tout le monde veut donner son avis, corriger, conseiller, se démarquer, peu comprennent le pouvoir de simplement être là. D'écouter sans interrompre, d'accompagner sans imposer, de soutenir sans diriger.
Tu n'as pas toujours à donner des réponses. Parfois, le plus sage que tu puisses faire est d'offrir ton silence comme un espace sûr où l'autre personne peut respirer. L'ego veut résoudre parce que cela le fait se sentir utile, puissant, nécessaire. Mais du point de vue du stoïcisme, le véritable pouvoir réside dans la résistance à cette impulsion. Ne pas transformer la douleur de l'autre en ton projet personnel. Parce que tout le monde n'a pas besoin que tu lui dises quoi faire. Parfois, ils ont juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne les juge pas, qui ne les presse pas, qui ne les minimise pas. Être un refuge est un acte de présence consciente. Tu n'es pas là pour réparer quoi que ce soit, tu es là pour soutenir le moment, et cela demande plus de force qu'il n'y paraît. Parce que voir quelqu'un s'enfoncer dans ses émotions sans intervenir exige un niveau de maîtrise de soi brutal. Cela signifie accepter que tu n'as pas le contrôle, que tu n'es pas le sauveur, que tu n'es pas le centre. Quand tu parles sans qu'on te le demande, tu interromps des processus qui ont besoin de silence. Quand tu donnes des conseils à partir de ta perspective, tu n'aides souvent pas, tu ne fais qu'alimenter ton besoin de te sentir supérieur. Et quand tu penses que tu dois avoir une solution à tout, tu deviens un fardeau supplémentaire, pas un véritable soutien. La prochaine fois que quelqu'un te cherche dans un moment difficile, ne te précipite pas pour parler. Regarde au-delà des mots. Demande-toi ce dont il a vraiment besoin. Une opinion ou simplement un endroit où se sentir en paix. Peut-être qu'il n'a pas besoin de tes idées, mais de ta sérénité. Peut-être qu'il ne cherche pas ton expérience, mais ta tranquillité. Peut-être que ce qui a le plus de valeur pour cette personne est ta capacité à écouter sans devenir le protagoniste. Il y a une énorme différence entre être utile et être envahissant. Et le silence marque souvent cette ligne. Si quelqu'un t'ouvre son monde, n'entre pas pour bouger les meubles. Si quelqu'un se confie à toi, ne réponds pas avec des phrases recyclées. Reste, écoute. Sois cet espace qui ne juge pas, qui ne presse pas, qui n'exige pas. C'est ça, être un refuge. Dans ton quotidien, cela s'applique plus que tu ne le penses. Une amitié qui traverse une crise, un membre de la famille qui se confie, un partenaire qui n'a pas besoin de conseils, mais de compréhension. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses. Ce que tu peux offrir, et qui vaut plus que tu ne le penses, c'est un silence ferme, un regard honnête, une présence qui ne vacille pas. Le silence qui accompagne, qui respecte, qui n'envahit pas, peut être plus guérisseur que 1000 mots. Parce que dans un monde où tout le monde parle pour parler, celui qui sait être sans imposer, brille par sa rareté. Et son pouvoir n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il transmet. Être un refuge, c'est avoir le courage de se taire quand on pourrait parler. C'est faire confiance à l'autre qui a aussi son chemin et que ton rôle n'est pas de le diriger, mais de soutenir l'espace pour qu'il le trouve. Et cela, même si tu ne le vois pas tout de suite, laisse des traces plus profondes que n'importe quel conseil non demandé. 4. Parle moins devant celui qui peut plus. Quand tu es devant une montagne, tu n'essaies pas de parler plus fort que le tonnerre. Tu l'observes, tu la respectes, parce que tu comprends qu'il y a des forces devant toi qui ne sont pas là pour être défiées par des mots, mais pour être comprises avec humilité. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Il y a des personnes qui sont des montagnes, et tu n'es pas là pour leur crier ton ego. Parler de trop devant celui qui en sait plus, qui a plus de pouvoir ou d'expérience, est un piège de l'orgueil. C'est l'ego déguisé en confiance, essayant d'impressionner, de prouver, de rivaliser. Mais selon la philosophie stoïcienne, ce n'est pas du courage, c'est de l'imprudence. C'est vouloir remplir le silence par peur de paraître moins, sans comprendre que parfois la véritable intelligence est de savoir se taire. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être dit, et toute présence n'a pas besoin d'être dominée par des mots. Il y a des contextes où la chose la plus sage que tu peux faire est d'écouter, observer, apprendre, non pas parce que tu te sens inférieur, mais parce que tu reconnais la hiérarchie naturelle de l'expérience, parce que tu comprends qu'il y a des moments pour parler et des moments pour absorber comme une éponge. Celui qui parle sans mesure face au pouvoir, non seulement risque d'être ignoré, mais aussi d'être exposé.
de montrer ce qu'il ne sait pas, de vendre une version gonflée de lui-même qui ne tient pas devant celui qui a vraiment vécu, lutté ou dirigé. Et quand cela arrive, tu ne perds pas seulement le respect, tu perds aussi des opportunités. Il y a quelque chose d'élégant dans le silence stratégique, dans le fait de ne pas interrompre pour te mettre en valeur, dans le fait de ne pas lâcher ton opinion comme si elle était toujours nécessaire, parce qu'elle ne l'est pas. Surtout face à ceux qui ont plus de parcours, plus de batailles, plus de cicatrices. Face à ces personnes, ta meilleure carte n'est pas de parler, c'est de poser des questions, c'est de rester tranquille, c'est d'écouter attentivement jusqu'à trouver le moment juste pour apporter quelque chose qui ajoute vraiment. Le silence n'est pas une reddition. C'est une façon de montrer l'intelligence émotionnelle. C'est savoir que parler sans être invité peut sonner comme du bruit. Et que, dans de nombreux cas, celui qui parle le moins est celui qui observe le plus, celui qui comprend le mieux la dynamique de l'environnement, celui qui sait quand entrer et quand simplement laisser l'autre enseigner. Dans le monde professionnel, c'est essentiel. Des réunions où celui qui interrompt le plus est souvent celui qui apporte le moins. Des conversations avec des leaders où beaucoup essaient de se démarquer et peu écoutent avec une véritable attention. Des scénarios où rester silencieux peut te donner plus de respect que 1000 phrases préparées pour impressionner. Il ne s'agit pas de toujours te taire, il s'agit de mesurer, de reconnaître le terrain sur lequel tu marches, de savoir que ta voix a plus d'impact lorsque tu choisis bien le moment de l'utiliser. Parce que parler moins ne signifie pas penser moins, cela signifie penser mieux. Le stoïcien valorise la connaissance, mais aussi la hiérarchie de l'expérience. Il sait qu'il y a des apprentissages qui ne s'obtiennent pas en parlant, mais en observant. Qu'il y a des personnes devant lesquelles tu n'as pas besoin de briller, mais d'absorber leur lumière. Que tout n'est pas compétition. Parfois, tu es simplement en présence de quelqu'un de qui tu peux apprendre plus en gardant la bouche fermée. Parle moins devant celui qui peut plus. Non pas comme un signe de soumission, mais comme une preuve d'intelligence. Parce qu'il y a des moments où garder le silence ne te rend pas invisible, mais respectable. Et dans ce respect silencieux s'ouvre la porte à ce qui compte vraiment. Apprendre, grandir et être prêt pour le moment où ta voix fera vraiment la différence. 5. Ne descends pas dans la boue avec celui qui cherche à te salir. Il y a des gens qui ne veulent pas de dialogue, ils veulent la guerre. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à t'entraîner dans leur marécage où tout est bruit, saleté, attaques et orgueil. Ils sont comme des mains pleines de boue tendues vers toi. Et si tu ne sais pas poser des limites, tu finis par les serrer et à te salir avec elles. La boue a un piège. Plus tu bouges dedans, plus tu t'enfonces. Il en va de même pour les conflits sans sens, les provocations bon marché, les gens qui vivent en cherchant la bagarre. Si tu descends à leur niveau, tu as déjà perdu. Peu importe la qualité de tes arguments, peu importe combien tu penses avoir raison. En leur répondant avec la même énergie, tu te contamines, tu t'éloignes de toi. Et pire encore, tu perds ton centre. Du point de vue du stoïcisme, la réponse n'est pas de confronter celui qui provoque, mais de l'ignorer avec dignité. Car le contrôle de soi vaut plus que n'importe quelle victoire verbale. Tu n'as pas besoin de crier, d'humilier ou de te défendre avec agressivité. Celui qui est en paix ne discute pas avec celui qui vit en guerre. Parfois, l'insulte déguisée en critique arrive juste quand tu es le plus faible. Juste quand la fatigue te pèse ou l'émotion te tremble à l'intérieur. Et c'est alors que la boue devient tentante. Tu veux répondre, tu veux remettre cette personne à sa place. Mais t'arrêter, respirer et garder le silence est beaucoup plus courageux que d'entrer dans cette bataille absurde. Celui qui te provoque veut une réaction. Il se nourrit de cela. S'il ne l'obtient pas, il s'éteint. Mais si tu réponds, si tu baisses la garde, si tu entres dans le jeu, tu lui donnes exactement ce qu'il cherchait, ton énergie. Et après cela, peu importe si tu gagnes ou perds la discussion. Tu es déjà sale, tu es déjà dans la boue, te battant par orgueil, par colère, par besoin d'avoir le dernier mot. Dans la vie quotidienne, cela se répète constamment.
des discussions sur les réseaux sociaux qui ne mènent nulle part, des commentaires malveillants au travail, des personnes toxiques dans ton entourage qui cherchent seulement à te faire tomber. Et si tu ne sais pas t'arrêter, si tu ne sais pas garder le silence, si tu ne sais pas regarder d'en haut, tu seras constamment sur la défensive, toujours sale, toujours en guerre. Le stoïcien comprend que tout ne mérite pas une réponse, qu'il y a des provocations qui s'éteignent avec l'indifférence, que choisir le silence n'est pas fuir, c'est s'élever. Car quand quelqu'un lance de la boue, c'est toi qui choisis si cette boue te touche ou non. Tu n'es pas une victime des paroles des autres. Tu es responsable de ce que tu permets de t'affecter. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'es pas dans cette vie pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Tu n'es pas ici pour descendre sur chaque champ de bataille qu'on te propose. Tu as un chemin, tu as une approche, tu as une mission bien plus grande que de perdre ton temps à discuter avec quelqu'un qui ne se respecte même pas lui-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te salir, ne descends pas, reste en haut. Observe depuis la hauteur, non pas par arrogance mais par clarté, car celui qui sait qui il est n'a pas besoin de se défendre à chaque pierre, et celui qui est en paix n'a pas besoin de se salir pour se sentir fort. Ton silence sera plus percutant que n'importe quelle réponse. Ton indifférence sera plus douloureuse que n'importe quel cri. Et ton focus intact sera la preuve que rien ni personne ne peut t'entraîner dans la boue si tu ne le permets pas. 6. Si ta vérité va blesser, mieux vaut attendre. La vérité est comme le feu, elle peut éclairer ou elle peut brûler. Tout dépend de quand tu l'allumes et comment tu l'utilises. Il y a des moments où dire ta vérité sans filtre n'est pas un acte de courage, mais de brutalité. Parce que tout ce qui est vrai ne se dit pas immédiatement, à n'importe quel prix, ni dans n'importe quel ton. Il y a des gens qui utilisent « je dis simplement la vérité » comme excuse pour libérer leur colère enveloppée d'honnêteté. Ils confondent franchise avec agression. Ils croient qu'en étant sincères, ils ont le droit de détruire. Mais la vérité sans compassion ne construit pas, elle blesse seulement. Et dire la vérité au mauvais moment peut avoir plus d'impact destructeur que n'importe quel mensonge. Du point de vue du stoïcisme, parler n'est pas simplement libérer ce que tu penses, c'est agir avec intention, c'est reconnaître le moment, c'est mesurer l'impact, parce que dire la vérité à chaud, depuis la colère, depuis l'ego, n'est pas un acte sage, c'est une réaction, et toute réaction impulsive vient du désordre, pas du contrôle. Parles-tu parce que c'est vraiment le moment ? Ou le fais-tu parce que quelque chose en toi veut t'attaquer, veut libérer ce qui brûle, veut se sentir supérieur? Voilà la différence entre quelqu'un qui vit guidé par ses émotions et quelqu'un qui a cultivé l'autocontrôle. Le second attend, il choisit ses mots. Et quand il parle, il le fait depuis la fermeté, pas depuis la fureur. Ta vérité peut être nécessaire, voire douloureuse. Mais si tu n'attends pas le bon moment, elle devient poison. Elle peut fermer des portes, briser des relations, détruire la confiance. Et bien souvent, ce qui est dit ne fait pas mal à cause du contenu, mais à cause de la forme, du ton, du contexte. C'est pourquoi le silence n'est pas lâcheté, c'est sagesse. C'est la pause nécessaire pour transformer une vérité dangereuse en une vérité utile. Il y a des vérités qui doivent être dites, mais toutes ne doivent pas être lancées comme des pierres. Certaines doivent être construites comme des ponts, et cela n'est possible que si tu prends le temps de refroidir l'émotion avant d'ouvrir la bouche. Pour comprendre si tu parles pour aider ou pour te décharger, combien de fois as-tu dit quelque chose de vrai, mais tu l'as lâché mal, sans tact, sans réfléchir. Et ensuite, tu t'es retrouvé à ramasser les morceaux d'une relation brisée. Tu t'es excusé, mais tu savais que ce qui avait été dit avait laissé une blessure. Parce que la vérité, quand elle n'est pas dite avec conscience, laisse des marques plus profondes que n'importe quel mensonge. Dans la vie quotidienne, cela se produit tout le temps. Une dispute avec quelqu'un que tu aimes, un conflit au travail, une opinion non sollicitée. Parfois tu as raison, mais cela ne te donne pas le droit de bousculer l'autre avec tes mots. Être le détenteur de la vérité ne te fait pas bourreau,
Cela te rend responsable de la manière dont tu la livres. Le stoïcien ne parle pas simplement parce qu'il le peut, il parle quand il le doit. Et si sa vérité va faire mal, il la polit, il la pense, il la pèse. Parce qu'il sait qu'il ne s'agit pas de se taire pour toujours, mais de choisir le moment exact où cette vérité peut servir, pas détruire. Attendre n'est pas une faiblesse, c'est de la préparation, c'est du respect. C'est comprendre que le pouvoir de la parole réside dans sa précision, pas dans sa violence. Parce que ce que tu dis aujourd'hui, dans l'impulsion, peut être ce que tu regretteras demain dans le calme. Alors, si ta vérité est sur le point de sortir comme une explosion, arrête-toi, respire, garde-la pour l'instant, laisse-la mûrir en toi. Et quand tu seras prêt à la dire depuis le contrôle, pas depuis l'émotion, alors son effet sera réel, profond, nécessaire, pas comme un coup de feu, mais comme un guide. 7. Laisse ton ego à la porte de l'apprentissage. Apprendre est comme entrer dans un temple sacré. Tu ne peux pas le faire avec les chaussures sales de l'orgueil. Si tu veux vraiment grandir, la première chose que tu dois faire est de laisser ton ego à la porte. Parce que l'ego n'écoute pas, n'observe pas, n'accepte pas. L'ego interrompt, suppose, compétitionne. Il prétend tout savoir, même s'il est vide à l'intérieur. Beaucoup disent qu'ils veulent apprendre, mais ils cherchent seulement à confirmer ce qu'ils croient déjà. Ils s'approchent de la connaissance non pas avec humilité, mais avec le désir secret de se montrer comme les plus intelligents. Et c'est là que tout se brise. Parce que personne ne peut se remplir de sagesse avec un verre qui déborde déjà d'arrogance. Le stoïcien comprend que la vraie croissance nécessite de se désarmer. Entrer en silence, admettre que tu n'as pas toutes les réponses, être prêt à écouter sans te défendre, à accepter les corrections sans te justifier, à reconnaître les erreurs sans chercher d'excuses. Et cela n'est pas possible si ton ego est à l'avant de chaque conversation. Il y a des gens qui se ferment à l'apprentissage simplement parce qu'ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre en sache plus qu'eux. Ils se sentent menacés. Ils sont dérangés de ne pas être le centre. Mais apprendre implique de lâcher le personnage. Cela implique de voir l'autre comme une source, pas comme une compétition. Et cela demande du caractère. Parce que s'asseoir au pied de quelqu'un d'autre, en silence, absorbant ce qu'il a à te donner, n'est possible que lorsque tu as la force de mettre ton orgueil de côté. Chaque fois que tu interromps quelqu'un pour montrer que tu sais aussi, chaque fois que tu évites de poser une question par peur de paraître ignorant, chaque fois que tu rejettes une critique constructive par pure sensibilité, ton ego prend le contrôle. Et lorsque l'ego commande, l'apprentissage se ferme. Dans la vie réelle, on voit cela tous les jours. Des employés qui n'écoutent pas leur leader, des jeunes qui méprisent l'expérience, des gens qui demandent des conseils mais ne les appliquent pas parce qu'ils viennent de quelqu'un qui ne les impressionne pas. Ils se ferment à l'opportunité d'apprendre parce qu'ils sont trop occupés à se défendre contre une menace qui n'existe que dans leur tête. Apprendre vraiment nécessite une humilité brutale. C'est dire « je ne sais pas, mais je veux savoir ». C'est approcher de l'autre non pas pour le surpasser, mais pour absorber quelque chose de précieux. C'est arrêter de chercher l'approbation et commencer à chercher la compréhension. Et cette mentalité est celle qui sépare celui qui stagne de celui qui évolue. Il faut comprendre quelque chose. Tout apprentissage ne vient pas enveloppé de jolis mots. Parfois, apprendre fait mal. Ça te confronte, ça t'expose. Mais si au lieu de fermer les oreilles, tu choisis de te taire et d'écouter, tu obtiens quelque chose qui n'a pas de prix. Et ce quelque chose se traduit par plus de clarté, plus d'outils, plus de pouvoir interne. Le stoïcien se tait pour pouvoir comprendre. Il ne s'intéresse pas à avoir raison, il s'intéresse à avoir des résultats. C'est pourquoi il ne discute pas avec celui qui en sait plus. Il ne cherche pas à être le protagoniste dans une salle pleine de sagesse, il n'interrompt pas l'enseignement avec son insécurité. Il garde le silence, non pas par infériorité, mais par respect pour le processus. Alors la prochaine fois que tu te trouves face à une opportunité d'apprendre, demande-toi, vais-je écouter ou suis-je juste venu pour me montrer? Suis-je ici pour m'améliorer ou juste pour nourrir mon ego?
parce que cette décision définit ta croissance. Si tu n'es pas prêt à rester silencieux, à reconnaître ton ignorance, à recevoir sans résistance, alors tu n'es pas prêt à apprendre quoi que ce soit de réel. Et tu continueras à répéter ce que tu sais déjà, à tourner en rond, à croire que tu avances, alors qu'en réalité, tu ne fais que fuir ton propre orgueil. Laisse ton ego à la porte de l'apprentissage. Ce n'est qu'ainsi que tu en sortiras avec quelque chose de plus que des phrases. Tu en sortiras avec une vision, avec des outils, avec un esprit plus aiguisé et un cœur plus préparé à affronter le monde avec une véritable sagesse. 8. Gagne du terrain sans bouger une seule lèvre. Il y a des batailles qui se gagnent sans épée, des conquêtes qui n'ont pas besoin de bruit, des victoires silencieuses que personne n'applaudit, mais qui changent le cours de tout. Tout comme un arbre ne se vante pas de sa croissance, mais ses racines s'étendent jour après jour, tu peux aussi avancer sans avoir à annoncer chaque pas. Le silence, lorsqu'il est combiné avec la discipline, devient une stratégie pure. Dans un monde obsédé par l'apparence du progrès, par la démonstration des réalisations, par le cri de chaque mouvement, rester silencieux semble étrange. Mais c'est précisément cette étrangeté qui te donne un avantage. Parce que pendant que les autres sont distraits en parlant, tu es concentré en agissant. Pendant que les autres essaient d'impressionner, tu es en train de construire. Pendant que les autres discutent, tu avances. Du point de vue stoïcien, le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu déclares, mais dans ce que tu fais sans avoir besoin de l'exposer. Un stoïcien ne perd pas de temps à expliquer chaque décision. Il sait que la valeur réelle de ses actes réside dans le résultat, pas dans l'opinion des autres. C'est pourquoi il se tait. C'est pourquoi il observe. C'est pourquoi il avance avec fermeté, même si personne ne le voit venir. Gagner du terrain sans bouger une seule lèvre ne signifie pas rester immobile. Cela signifie bouger intelligemment. Cela signifie que tu n'as pas besoin de validation constante, que tu n'essaies pas de convaincre quelqu'un, que ton énergie est tellement concentrée sur la croissance, l'amélioration, l'avancement, que tu n'as pas le temps de nourrir ton ego avec des applaudissements vides. Les gens parlent beaucoup quand ils ont peu à montrer. Ceux qui font vraiment quelque chose d'important sont généralement occupés, concentrés, silencieux, parce qu'ils savent que le bruit peut attirer l'attention, mais ne construit pas le respect. Et le respect durable se gagne avec des résultats, avec de la cohérence, avec une présence constante, pas avec des discours vides. Quand tu n'annonces pas tes pas, personne ne peut bloquer ton chemin. Quand tu ne révèles pas tes plans, personne n'a le temps de les saboter. Quand ta croissance est interne, profonde, silencieuse, elle devient imparable. Parce qu'elle ne dépend pas de l'acceptation externe, ni de la reconnaissance publique. Elle dépend seulement de toi. Dans la vie réelle, cela s'applique à tout, à ton progrès personnel, à tes objectifs professionnels, à tes relations. Parfois, le meilleur mouvement est de ne rien dire, ne pas expliquer, ne pas justifier, juste agir. Juste avancer, laisser tes résultats parler pour toi, et quand ils le feront, ils parleront plus fort que n'importe quelle promesse ou discours. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde chaque pas que tu fais. Tu n'as pas besoin de prouver que tu changes, juste fais-le. Et laisse le silence devenir ton bouclier, ta stratégie, ta signature, parce que pendant que les autres cherchent de l'attention, tu gagnes du terrain. Tu grandis dans l'invisible, dans ce qui n'est pas mesuré par des applaudissements, mais se ressent dans ta façon de vivre, de regarder, de marcher. Le stoïcien ne rivalise pas avec le bruit. Il le surpasse depuis le calme. Il ne cherche pas à se démarquer dans chaque conversation. Il se distingue par la façon dont il agit, comment il maintient son focus, comment son progrès est si solide que personne ne peut l'ignorer même s'il ne le crie pas. Sa force réside dans le contrôle, dans la constance, dans le pouvoir de faire sans se vanter. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin d'expliquer, de défendre, d'annoncer tes mouvements, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour avancer, et chaque pas ferme donné en silence construit une base que le bruit ne pourra jamais briser. Gagner du terrain sans bouger une seule lèvre n'est pas se taire par peur,
c'est avancer avec puissance, c'est avoir tellement confiance en ton chemin que tu n'as plus besoin d'approbation. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, et tu sais que, quand viendra le moment, ta vie parlera plus fort que n'importe quel mot.